Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Viva Culture. Je vous propose aujourd'hui encore une émission particulière puisque je m'entretiens avec deux de nos invités à la grande conversation. Souvenez-vous, le 24 novembre, notez-le dans votre agenda, à la bibliothèque Niemeyer à 18h30. Cette grande conversation s'intitule « Femmes invisibles, la représentation des femmes dans l'art et dans la vie culturelle ». Je m'entretiens tout d'abord avec Camille Barneau, qui a pris les rênes du Volcan, scène nationale du Havre, grande institution, le 1er juillet 2023. Je m'entretiens ensuite avec Anne-Sophie Pochet, qui est metteuse en scène à Acté et cofondatrice de l'association HF Normandie, qui a pour but le repérage des inégalités entre les hommes et les femmes dans le milieu des arts et de la culture et la mobilisation contre les discriminations observées dans le but de favoriser l'égalité réelle et la parité. Camille Barneau, bonjour. Bonjour Isabelle. Alors, je m'entretiens avec vous parce que vous êtes invitée à participer à notre grande conversation intitulée « Femmes invisibles, la représentation des femmes dans l'art et dans la vie culturelle ». Et justement, vous témoignerez lors de cette rencontre de votre expérience de directrice du Volcan et de passeuse, on va dire, culturelle tout au long de votre carrière. Tout à fait, oui. Avec plaisir. Alors faisons connaissance, peut-être on pourrait parler de votre famille, de vos études et de vos différents postes. Oui, alors je vais aller vite quand même sur ma famille. Donc moi je suis originaire de région parisienne. J'ai deux frères qui sont un peu plus jeunes que moi et des parents qui sont respectivement, qui sont retraités, mais qui étaient respectivement illustrateurs médicaux et professeurs d'illustration médicale en école d'art et attachés parlementaires. Ah oui. Mmh. Mais j'ai fait des études qui n'avaient rien à voir avec la culture au début, puisque j'ai commencé par faire des études de mathématiques appliquées aux sciences sociales, et puis j'ai repris le droit chemin en réalisant dans la vingtaine que en fait j'aimais la culture et j'aimais le théâtre, et donc j'ai été petit à petit de la production d'événements plutôt destinés aux entreprises, des conférences en droit, etc., vers la production d'événements culturels. J'ai eu l'occasion notamment de partir en Colombie et là de travailler avec une grosse association, on disait une corporation là-bas, mais une grosse association qui travaillait dans le champ de la danse contemporaine, notamment auprès de jeunes de là-bas on disait de quartiers à risque, de pandilla, de gang, Bogota, à Carthagène, Carthagène. Ouais. Mmh. Tout à fait. Et de mettre un pied comme ça, à moitié dans le développement, dans la recherche de financement, c'est le nerf de la guerre, et dans la culture chorégraphique. Oui. Et puis, à mon retour en France, de reprendre mes études et de faire un Master 2 en direction de projets culturels, après quoi j'ai enchaîné avec des expériences dans des compagnies artistiques, en danse, en théâtre, dans des structures aussi, à Paris, à la Ménagerie du Verre, à la Villette également. Puis j'ai eu l'occasion de partir travailler à Cuba, où là j'étais cette fois-ci attachée culturelle à l'ambassade de France pendant 4 ans. Voilà, et à mon retour, j'ai aussi pu accompagner des artistes au Centre dramatique national d'Orléans, en l'occurrence. Puis je suis partie à la scène nationale de Valenciennes comme directrice adjointe. Et me voilà arrivée au Havre depuis l'été 2022. Mais oui, effectivement. Où la concurrence était peut-être rude ?
Alors, au moment de candidater, effectivement, j'avais très envie de me lancer en fait pour présenter un projet. J'avais envie de raconter ce que j'avais à dire, effectivement, et je dois dire, puisque c'est aussi dans le sujet, que j'ai été très encouragée par mon directeur de l'époque à Valenciennes, hein, Romaric Dorier, oui. qui m'a dit allez, vas-y, c'est le moment. Cela dit, quand j'ai candidaté, le ministère de la Culture m'a dit oulala, peut-être que ça serait mieux que vous candidatiez sur une autre scène nationale un peu plus petite, puisque vous n'avez pas encore été vous-même à la direction d'un lieu. Oui. Voilà, c'est une discussion sur laquelle peut-être on va revenir, hein, puisque effectivement j'avais déjà 45 ans et oui, bien sûr. On voit quand même que les carrières, en tout cas des femmes, sont plus lentes, on va dire, que celles des hommes. Oui. Donc effectivement, beaucoup d'hommes à ma place auraient peut-être déjà dirigé un lieu plus petit ou une scène conventionnée ou une plus petite scène nationale. Oui. Mais c'était pas mon cas, mais j'ai quand même eu envie, je me suis dit, mais tant pis, j'ai quand même envie de défendre ce projet pour cette ville, parce que c'était vraiment la ville et le théâtre, en tout cas, qui correspondaient à ce que je pouvais apporter aussi, de par mon expérience internationale, mon expérience de coopération et de partenariat. Tout à fait. Donc j'ai quand même décidé de candidater et bien m'en a pris. Oui. Parce que je suis arrivée au bout. Voilà. Oui, c'est ça. Et alors le projet, est-ce qu'il est... Il est ancré sur le territoire, hein. Il est évidemment fonction de la ville, de la configuration de la ville. Il est ancré, le projet, il est à la fois ancré en fonction de la ville et puis aussi en fonction de son potentiel de développement et de partenariat. Presque je le visualise en cercle concentrique avec sa région, son territoire national et puis encore une fois l'Europe et l'international. Il y a une ouverture au Havre aussi sur cette dimension-là. Oui. Surtout qu'à Valenciennes, vous avez, je crois, participé à un chantier important aussi. Je dis ça parce qu'il me semble que la ville se préoccupe d'installer une deuxième salle de théâtre, peut-être effectivement à la Mare-Rouge. Montgaillard. À Montgaillard, voilà, c'est ça. Donc vous avez suivi un chantier, il me semble. Alors moi, je suis arrivée à Valenciennes. Était déjà acté un chantier de rénovation du théâtre. Donc effectivement, au bout de quelques mois, moi je suis arrivée, je pense que 6 ou 7 mois après, on a fermé le théâtre pour de nouveau 6 ou 7 mois de travaux. Il y avait une réfection du hall, de la grande salle, enfin plein de choses. Et donc là, pendant 6 ou 7 mois, effectivement, on a été amené à suivre le chantier d'un côté et mener notre programmation hors les murs. Ah, c'est ça. Absolument. Oui. Donc vous avez une expérience dans quelque chose d'un peu... Voilà, la question du suivi. Alors après, chaque contexte est différent. Mais en tout cas, l'expérience du suivi de projet, d'infrastructures et de travaux, ça effectivement, j'ai pu la mener, évidemment pas seule. Hein, c'est des questions très techniques. Notre directeur technique était, comme si ça se fait au Havre, ce sera le cas, était très mobilisé. Les partenaires publics aussi, forcément, qui sont à la maîtrise d'ouvrage, puisque c'était la même configuration. Les murs du théâtre appartenaient... en tout cas, était propriété, en l'occurrence, de l'agglomération. Mais effectivement, il y avait quelque chose de similaire, sauf qu'effectivement, quand je suis arrivée, le chantier était acté déjà, était en route. C'est ça. Oui. Là, c'est en réflexion, mais ça avance quand même. En tout cas, la réflexion avance, et je pense que c'est assez sain de ne pas se précipiter non plus. C'est des gros enjeux. Oui. Alors peut-être on pourrait aussi évoquer votre arrivée au Havre. Donc c'est une ville, dans le fond, que vous aimez ? Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. J'étais venue pour la première fois quand je suis rentrée de ma mission à Cuba, et c'était en plein hiver, et j'avoue que le premier hiver à Paris, en l'occurrence, après 4 ans à la Havane, était pas très heureux pour moi. Et je suis venue précisément voir un spectacle au Volcan. C'était pendant le festival du Centre chorégraphique, en l'occurrence, en novembre. Et j'avoue avoir quand même, ça surprend beaucoup de gens quand je le dis, mais retrouvé une luminosité, une énergie qui me faisait penser à la Havane.
pas du tout en termes de chaleur, mais les perspectives sur la mer, Exactement. sur le ciel, la luminosité, m'y faisaient penser. Oui, c'est ça. C'est un peu la même chose à Lisbonne, parce que ces villes comme ça, sur la mer, ont des lumières particulières, effectivement. Et vous avez une équipe féminine, mais pas que. Mais pas que, bien sûr. Et je crois que c'est la même d'ailleurs que celle de Jean-François Drien. Oui, c'est la même configuration. Alors on a et on aura, enfin comme partout, des mouvements dans l'équipe, mais en tout cas, pour l'instant, j'ai pas plus d'hommes ou moins d'hommes et de femmes. Cela dit, on a une réflexion et on essaye. Évidemment, il faut faire les choses doucement, puisqu'on va certainement pas, en tout cas, modifier des postes pour cette raison, mais en tout cas, au fur et à mesure des mouvements dans l'équipe, on essaye quand même, je dis on parce que c'est avec l'équipe de direction, d'avoir une attention à avoir une mixité, c'est-à-dire peut-être à féminiser un peu, notamment les équipes techniques, et masculiniser un peu, les postes de direction, féminiser, les postes de direction, et avoir un peu plus de mixité dans les équipes, par exemple, de relations avec les publics, qui sont souvent très féminins. Oui, c'est ça. Ça, c'est sectoriel. Les choses se font évidemment au compte-gouttes, puisqu'il s'agit certainement pas, pour le coup, là, de forcer quoi que ce soit non plus. Ça veut dire qu'il y a des habitudes. Et ça veut dire qu'il y a des biais, il y a des habitudes, comme on le voit partout, dans la société, on voit bien qu'il y a des métiers plus masculins et des métiers plus féminins, sans raison non plus tout à fait objective. Oui. Et pour votre choix d'artiste, votre choix de spectacle aussi, qu'est-ce qui vous a motivé? Évidemment, le choix premier, c'est toujours un choix artistique. C'est aussi un choix d'ouverture de ce qu'on peut montrer au public havrais. L'idée de balayer tout le champ de la création contemporaine. Vraiment, depuis, si je prends un exemple avec la danse, par exemple, depuis le ballet contemporain qui peut être présenté par le ballet Prejlocage, par exemple, pour citer une compagnie qu'on connaît bien, jusqu'à la création la plus pointue et la plus audacieuse pour un public un peu curieux et qui aurait envie de ça, avec Gisèle Vienne, là dans la saison avec Marlène Montero-Freitas. Au-delà de ça, moi je m'intéresse beaucoup, je trouve en tout cas que la réflexion que mènent les artistes sur notre monde et sur la société est particulièrement intéressante. On a la chance d'avoir en France, en Europe, à l'étranger, des artistes vraiment brillants et aussi très ouverts sur le partage, sur la volonté en tout cas de partager leurs réflexions avec le public, et avec des grandes qualités artistiques, évidemment, c'est toujours la priorité. Après, dans la façon dont je compose la programmation, effectivement, j'ai une attention, mais c'est aussi normal, et c'est le cahier des charges des scènes nationales, à la parité, et plus largement à donner la parole à toutes et tous. C'est ça. À ce que vraiment, il y ait une représentativité de la parole, on va dire, sur le plateau. Ça, c'est un travail très fin que mènent les artistes aussi, pour pas prendre la parole à la place d'eux. C'est ça. Voilà. Oui. Et j'ai toujours trouvé que le public du Havre est très attentif et très curieux. Alors, quelquefois, nous sommes nous-mêmes étonnés, interloqués par des spectacles, etc. Mais souvent, aux applaudissements, on mesure que le public reconnaît la générosité de l'artiste. Et même si quelquefois il est un peu estomaqué ou déçu, il applaudit parce qu'il dit « Mais oui, mais ils nous ont donné ça, ils ont travaillé ». J'ai souvent remarqué ça. Moi, je suis pas surprise, mais en tout cas, je suis agréablement enthousiasmée, effectivement, par ce public havrais, parce que, comme je le disais, moi, mon travail, entre guillemets, c'est de pouvoir proposer au public
le champ plus large, on va dire, de la création contemporaine actuelle, ça veut dire que là-dedans, il y a effectivement des spectacles, un peu comme le Centre d'art le fait en art contemporain, ou les cinémas d'art et d'essai le font en cinéma. Il y a des fois des formes spectaculaires qu'on ne présente pas forcément en se disant il faut que les gens aiment, mais en tout cas que les gens qui sont curieux de voir puissent avoir une réflexion nourrie, puissent découvrir ça en se disant, après ensuite, quitte à ce qu'ils se disent ça c'est moins ma tasse de thé, mais ça m'a intéressé quand même de le voir, au moins je sais ce que cet artiste dont on parle beaucoup présente, ou tiens c'est une réflexion quand même intéressante, tiens ce format-là de spectacle je l'avais pas encore vu. Et ça, je trouve que le public havrais, effectivement, est à la fois curieux et très respectueux de ça et très intéressé. Pour nous, l'enjeu, c'est d'être très clair en termes de communication, c'est-à-dire d'être très clair sur ce qui sont des spectacles fédérateurs, familiaux, ou que le public va pouvoir reconnaître comme là, on va passer un bon moment pour se détendre après une journée de boulot. Et ça, c'est très bien. Nous, on y prend aussi beaucoup de plaisir. Et puis, d'autres qui vont voir des spectacles un peu comme quand on va voir effectivement une expo d'art contemporain, dont on sait qu'on va peut-être pas aimer au sens où on aimerait un grand concert ou quelque chose comme ça, mais par contre ça va attirer une réflexion, ça va amener à quelque chose d'autre, ça va être une rencontre en fait particulière, c'est plus la rencontre. C'est ça. Oui. Mais c'est vrai que dans le fond, vous renouez un petit peu avec les premières années de la Maison de la Culture, dans les années 60-70, où la Maison de la Culture pouvait se targuer de présenter des spectacles nouveaux, moderne, comme on pouvait dire, effectivement, et le public était au rendez-vous. Moi, j'ai l'impression que ma mission et notre mission dans les scènes subventionnées, on va dire, c'est d'être des lieux de première fois. Mais donc, ça veut dire de première fois pour chaque spectateur. Donc, effectivement, il nous faut des spectacles qui soient accessibles, par exemple, pour des très jeunes spectateurs. On va sur des très très jeunes au Volcan, puisque c'est parfois à partir de 18 mois, ou des personnes qui viennent très rarement ou qui viennent en famille. Et là, il faut que ce soit effectivement... il faut que ce soit une expérience agréable, une expérience en tout cas qui donne envie de revenir, même s'il n'y a pas de public en tout cas qui soit pas apte à comprendre une pièce ou une autre, c'est juste l'effort, on va dire, que ça peut demander en termes de temps passé, qui doit être donc un bon moment, mais il faut aussi qu'on soit une première fois pour les spectateurs dont vous faites partie, chère Isabelle, qui viennent voir beaucoup de choses, et qui donc sont plutôt aussi en demande de découvrir des choses, quitte à se dire après, ça m'intéresse moins, mais en tout cas c'est pour que cette réflexion puisse avoir lieu, il faut bien que la rencontre avec l'œuvre ait lieu. Exactement, oui. Alors, vous avez sans doute eu un regard particulier pour la parité au niveau des artistes, au niveau des troupes, des compagnies, mais aussi au niveau des publics, des spectatrices et des jeunes femmes aussi. Alors, mon moyen d'action, entre guillemets, c'est effectivement plus sur la programmation. Donc là, on a une attention avec mes collègues sur une programmation paritaire et représentative aussi, encore une fois, des différentes paroles. Pour le coup, je pense que c'est par ce biais qu'on peut effectivement toucher les publics. On sait que les spectateurs des théâtres sont quand même plus des spectatrices, en l'occurrence, comme je crois dans les musées, où j'ai l'impression que c'est un peu plus généralisé. On a moins de moyens d'action pour attirer plutôt des hommes dessus. Ça, je vous avoue que moi, j'ai pas tellement de réponse au pourquoi ça. Alors peut-être que c'est aussi une conséquence du fait que il y a encore actuellement un peu plus de femmes qui ne travaillent pas, par exemple, et qui sont un peu plus disponibles pour accompagner les enfants sur les spectacles, entre autres. Est-ce que c'est aussi des habitudes genrées ? Là, pour le coup, c'est une bonne habitude, en l'occurrence. On a un petit peu moins de moyens d'action, en tout cas, pour mixer ce public. Après, pour moi, l'important, c'est vraiment que chaque spectateur, spectatrice, homme, femme, habitant du centre-ville, habitant de quartiers plus excentrés et ou de toute origine socio-culturelle, en tout cas, pas forcément fréquente à tout prix le Volcan, ça chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas sache que c'est un espace public, en tout cas qui est pour tous et toutes.
oui. Voilà. Oui, alors on va pas déflorer complètement la grande conversation sur les femmes invisibles, mais vous êtes particulièrement sensible à la parité. Oui. D'où ça vous est venu? Ça m'est venu d'expériences personnelles, et Oui. y compris de biais donc, que je me suis rendu compte à avoir pris moi-même. Pour raconter une anecdote personnelle, Mhm. j'ai été, avant d'arriver ici, avec mon ancien directeur, collègue et ami, le Romaric Dorier, qui est le directeur de Valence, de la scène nationale de Valenciennes. On avait co-candidaté en co-direction, donc pour la direction du Festival d'Avignon en 2021, et on était arrivés dans la shortlist, c'est-à-dire les 4 derniers sélectionnés. Donc jusqu'à présenter notre projet devant la ministre de la Culture de l'époque, qui était Roselyne Bachelot, et le conseil d'administration du festival. Il s'est avéré que quand la shortlist, donc les 4 finalistes sont parus dans la presse, ma photo a été supprimée, Oui. et parfois mon nom en fait a été supprimé dans le pire des cas, et dans le meilleur des cas j'étais présentée comme accompagnant la candidature de Romaric, qui lui avait été très clair pour le coup de son côté. Oui, vous étiez en binôme. Là-dessus, on était en binôme, absolument. Oui. Et en fait, il s'est révélé que c'était très douloureux. Oui. Alors que ça peut Oui. paraître anecdotique, mais Oui. le fait de Oui. se sentir effacé comme ça, et je me suis rendu compte à cette occasion, d'une part que je m'étais pas rendu compte, moi, dans ma vie jusque-là, d'avoir été discriminée, aussi parce que j'ai pas d'autres facteurs de discrimination, je suis très lambda physiquement et dans mon histoire personnelle, mais que pour les femmes ou les personnes, en tout cas, qui étaient probablement discriminées au quotidien, je me suis rendu compte de ce que ça devait être comme douleur, en fait, Oui, cet effacement, oui. d'une part, et j'ai commencé à regarder ce que moi aussi j'avais comme biais, et je me suis rendu compte que j'en avais, Oui. probablement. Il y a un biais qui est très fréquent, que je mentionnais, qui est par exemple quand une compagnie artistique est co-dirigée par un homme et une femme. Souvent, on met le nom de l'homme en premier, et donc quand on parle vite, on coupe en deux et on ne mentionne que le nom de l'homme. Oui. Et je me suis rendu compte que je l'avais fait, en fait, très probablement, sans évidemment pas de façon volontaire, mais quand même. Et donc j'ai appris à me forcer à commencer par le nom féminin pour être sûr de ne pas couper. C'est ça. De ne pas couper. Oui. Voilà. Oui, mais c'est intéressant, une prise de conscience personnelle dans le fond. Oui. Chose que ne font pas tous les gens, toutes les femmes. Je Tous pense les hommes, que c'est aussi sûr. parce que ça m'est arrivé et que je me suis dit, oula, mais ça va pas. Je me suis rendu compte aussi, on s'est rendu compte, ça c'est que comme les femmes ont plus de mal à monter leur production de spectacles, on a quand même plus facilement des grosses productions de spectacles effectivement très fédérateurs, qui vont très bien sur les grands plateaux comme celui du Volcan. Oui. Et que donc, si on se contente d'aller voir les spectacles qui sont chouettes, statistiquement, on va en voir plus d'hommes, puisqu'il y a plus d'hommes qui ont réussi à monter ces prods-là. Donc, on va en programmer plus aussi. Oui. Et que à la fin, si on se contraint pas à aller voir des spectacles mis en scène par des femmes, par chance, il y a suffisamment de spectacles en France. On n'arrive déjà pas à programmer tout ce qu'on voudrait programmer. Bon. Donc, il y a de quoi faire avec une programmation paritaire de qualité. Voilà, tant mieux. Exactement. Tant mieux. Bon, on va pas tout dire aujourd'hui, Camille Barneau, mais enfin, un grand merci pour déjà cette mise en bouche, on va dire, mise en appétit. Merci. Pour la rencontre du 24 novembre. Merci Camille Isabelle. Barneau.
Anne-Sophie Pochet, bonjour. Bonjour Isabelle. Alors, vous êtes metteuse en scène, co-créatrice de la compagnie Acté avec Arnaud Troalic. Et je vous invite, et je suis très contente de discuter avec vous parce que vous participez à la grande conversation que nous organisons à la bibliothèque Niemeyer le 24 novembre à 18h30, intitulée Femmes invisibles, la représentation des femmes dans l'art et dans la vie culturelle. Et vous serez chargé, bien évidemment, de parler de la place des femmes dans le spectacle vivant, par exemple, et aussi, bien sûr, dans la vie culturelle en général, puisque vous représentez l'association HF Normandie. Normandie. Oui. Voilà. Donc, merci beaucoup Anne-Sophie Pochet. Allons-y, parlons de vous peut-être, de votre formation, de la compagnie Acté. Alors la compagnie Acté, elle existe depuis 2000, elle a 23 ans. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc je l'ai cofondée avec Arnaud Troalic et un collectif de comédiens et de comédiennes havraises et havrais. Et on est au Havre et puis on balade nos spectacles un peu partout en France depuis l'an 2000, oui. Oui. Exactement. Oui. Donc on a commencé, on était chacun tous les deux comédiens et puis on a commencé nos créations de manière collective. Voilà. Moi j'avais une formation de théâtre au lycée et puis après j'ai fait des études universitaires en anglais et puis on s'est tous, le collectif de comédiens, on a commencé en se mettant en scène les uns les autres de manière collective. Personne ne signait les mises en scène et on a appris aussi notre métier en se regardant faire, en se regardant jouer. Et c'est une très bonne école aussi, l'école du collectif, puisque c'est un endroit où chacune peut se rendre compte de ses envies, de ses compétences, de l'endroit où il est le plus à même de pouvoir aider les autres et faire émerger la création. Et puis, quelques années après, eh bien, on a pris chacun le chemin, toujours au sein de la compagnie, de signer des mises en scène, Arnaud ou moi, alternativement, en notre propre nom. Mais on a toujours continué à collaborer de manière suivie sur les créations. Donc, Arnaud est parfois scénographe, comédien. Moi, je suis sur des questions dramaturgiques, en œil extérieur. Et voilà, on continue notre collaboration 23 ans après, toujours de cette manière-là. Oui, je crois que vous avez développé un compagnonnage tout à fait paritaire. Voilà, c'est ça, qui a été évidemment de manière... on a vécu ça de plein de manières différentes, mais aujourd'hui, plus ça va, et plus les choses se précisent et s'enrichissent. Et en fait, cette collaboration, plus le temps passe et plus c'est une chose enrichissante, puisqu'on est sans arrêt dans l'échange, la complémentarité et la force, puisqu'en réalité, diriger une compagnie indépendante comme la nôtre et qui bénéficie d'argent public, c'est aussi faire face à un certain nombre de responsabilités, de pression et d'envie. Et donc, toutes ces choses-là, on les partage. Et on échange en permanence autour de ces questions-là et ça nous donne de la force. Il a fallu évidemment être aussi dans une forme de solidité par rapport à ça, parce que la question se pose de dire qui dirige, comment est-ce qu'on est perçu. Et nous, on a toujours tenu le cap par rapport à ça en disant, bah oui, on fait ça ensemble. Oui, oui. Voilà. Parce qu'en tant que directrice, c'est peut-être pas évident vis-à-vis des institutions ou même vis-à-vis de vous-même aussi, pour avoir la confiance peut-être, pour travailler. Ben, c'est quelque chose qui se fabrique au fur et à mesure, voilà. Mais il est vrai que le binôme, en tout cas, fait qu'on se sent plus solide aussi sur toujours cet échange, cette confrontation face au regard et à la confiance des autres. Oui. Et alors, après être allé à Avignon, vous avez aussi mis en scène la journée du matrimoine. Alors, racontez-nous ça, parce que c'est passé au bain-douche et je crois que ça va repasser. Cet été, on est allé à Avignon, oui, avec Attention, qui est la dernière, qui était la précédente création de la compagnie, là, qui pour le coup était
donc signé par Arnaud, qui était aussi au plateau. C'est une écriture de plateau et commis en scène par une jeune metteuse en scène, Chloé Giraud. Moi, j'étais plus en œil extérieur et en dramaturgie. Et puis là, à la rentrée, on a proposé une petite forme. Moi, j'appelle ça une variation féministe et cathartique à l'occasion des Journées du matrimoine. Alors, je fais une petite parenthèse sur la question du matrimoine. Oui, par exemple. C'est quoi le matrimoine? Voilà. C'est vrai, oui. Alors, le matrimoine, c'est l'héritage. C'est un mot qui existe depuis très longtemps. C'est pas un mot qu'on invente, voilà. C'est un mot qui existe depuis très longtemps et c'est l'héritage culturel de nos mères. Voilà. Donc il s'agit, voilà, tout à l'heure vous parliez d'invisibilisation, mais il s'agit effectivement de désinvisibiliser le travail des femmes artistes qui ont, pour tout un tas de raisons qu'on connaît, dues voilà, au mode de fonctionnement patriarcal de la société, y compris dans le secteur culturel, ces femmes ont été femmes créatrices dans tous les domaines de la culture, ont été invisibilisées et ont disparu de manière totalement assumée et volontaire. Et là, il s'agit de mettre en lumière tout cet héritage culturel en question. Et aussi, dans le cadre des Journées du matrimoine proposées par HF, l'idée, c'est de mettre aussi un focus sur les femmes créatrices aujourd'hui et les penseuses d'aujourd'hui. Oui. Voilà. Oui. Et nous, ce qu'on a souhaité faire avec la compagnie, donc j'ai été accompagnée par Julien Flamand, qui est un acteur complice depuis longtemps de la compagnie, et par Juliette Lamour, qui est une jeune comédienne de Caen. Eh bien, on a proposé une reconstitution de l'émission d'Alain Finkielkraut sur France Culture, que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Réplique. Oui. Et alors, le titre était trompeur. Oui. De votre pièce. Le titre est trompeur, mais quand on entend quand on entend l'émission en entier, on sait pourquoi. Le titre, c'était La lente et difficile agonie du crapaud buffle sur le socle patriarcal. Et en fait, c'est un extrait c'est une expression, voilà, le crapaud buffle, qui fait allusion à un roman de Houellebecq dans l'émission. Et l'émission Réplique, donc de décembre 21, c'est Finkielkraut qui invite une philosophe, essayiste, féministe qui s'appelle Camille Froide-Vaumétrie, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une femme qui a une pensée extrêmement brillante. Oui, qui a écrit notamment Le corps des femmes. Oui, et puis là, en décembre 21, elle est invitée à l'occasion de la sortie de son livre qui s'appelle Un corps à soi. Et elle a une pensée extrêmement brillante et moderne sur les questions féministes dans la société d'aujourd'hui. Et elle est invitée par Finkielkraut avec un autre, un romancier qui s'appelle Jean-Michel de la Comté. Et le débat porte sur les hommes et les femmes aujourd'hui et la révolution féministe en cours. Et c'est une émission exemplaire qui a beaucoup circulé dans les milieux féministes parce qu'elle se retrouve, Camille Froide-Vaumétrie, aux prises vraiment avec les deux tenants d'une pensée patriarcale qui s'auto-caricaturent un peu tous les deux, qui s'auto-citent, qui sont dans une sorte en plus de pensée qui dit tout va bien, ou alors c'est quoi le problème, etc. Et donc elle explique que non, en fait on n'est pas encore arrivé. Et elle démonte pied à pied l'ensemble des arguments de manière extrêmement brillante, sans se laisser démonter, alors que vraiment c'est compliqué. Quand l'émission se termine, on se dit mais quel courage, c'est un marathon, on la voit faire son marathon, mais elle continue, et eux, plus ça va, et on les entend s'enfoncer un peu dans leur dialectique qui tourne en rond. Voilà. C'est hyper cathartique parce qu'on se dit mais c'est pas possible, mais ça fait du bien en fait de l'entendre elle aux prises avec tout ça. Et on a reconstitué l'émission, ça dure 50 minutes. Avec les vrais textes. Avec l'intégralité du texte de l'émission, et voilà, on a travaillé d'abord à l'oreillette, on s'est amusé avec ça, et on donne à entendre cette émission qui était au départ radiophonique, et on en fait une proposition théâtrale. Ah voilà. Oui. Alors, c'est une sorte de masterclass féministe. Exactement. Le prochain projet est très intéressant aussi. La pièce s'intitule Au loin les oiseaux, et je crois qu'elle est programmée au Volcan. Oui, elle va être créée très bientôt, le 9 novembre. À Évreux, au Tangram, la scène nationale d'Évreux-Louviers. Elle va partir un petit peu en tournée dans la région ensuite pour arriver fin novembre au Volcan. Oui, c'est ça. Alors, on pourrait peut-être en parler parce que c'est aussi un sujet très difficile que vous abordez là. C'est un sujet en tout cas
extrêmement hyper intéressant, complexe, je dirais plutôt difficile. Et puis actuel, on pourrait dire. Ouais, c'est une pièce, actuelle. C'est une pièce sur la justice et le jury populaire. C'est-à-dire que l'autrice Manon Ona, c'est un texte qui est édité chez Théâtral, un texte de Manon Ona, et elle choisit de traiter de la question de la justice et du jury populaire à travers son point de départ, c'est le procès en appel de l'affaire Jacqueline Sauvage. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez. Cette femme qui a tué son mari après. Elle a tué son mari de 3 balles dans le dos un matin, après 47 ans de violence conjugale et intrafamiliale. Elle a été jugée en première instance, condamnée en première instance, puis rejugée en appel, condamnée à la même peine en appel. Et puis finalement, suite à une mobilisation médiatique, elle a été graciée partiellement, puis totalement par Hollande. Alors, est-ce que vous représentez le procès ? Alors non, la pièce ne montre pas justement le procès. C'est un peu le hors-champ du procès. C'est-à-dire que les personnages principaux, c'est une fiction. Le point de départ, c'est un fait divers et c'est ce procès en appel du fait divers. Mais c'est une fiction dans le sens où l'autrice invente 8 personnages, 4 hommes, 4 femmes, qui vont être les jurés tirés au sort et qui vont devoir juger Jacqueline Sauvage en appel. Alors, en appel en France, il y a 9 jurés lors d'un jury populaire, lors d'un procès en appel. Là, il y a 8 comédiens, comédiennes, puisque la 9e ou le 9e juré, il y a une place libre, vacante, c'est la place que nous laisse la pièce, c'est-à-dire, ça pourrait être la place de celui ou celle qui regarde et qui écoute celle du public. C'est pas participatif du tout, mais la pièce nous met à cet endroit-là d'être un peu avec eux. Il n'y a pas de quatrième mur. Elle plonge le public à la place du 9e juré. C'est ça. Un peu. C'est un peu comme une variation pour avoir quelque chose qu'on connaît peut-être comme une variation autour de 12 hommes en colère. C'est-à-dire que c'est vraiment les discussions. Plus que les discussions, c'est même les débats d'idées, la contradiction de tous ces jurés qui vont devoir en 3 jours déjà assister au procès, donc encaisser, j'ai envie de dire, toute cette violence en fait que peut être celle d'un procès d'assises. Mais on vient de voir là récemment Anatomie d'une chute de Julie Triette, et c'est terrible. On se rend compte de ce que peut être la violence d'un procès d'assises. C'est ça. Voilà. Et il faut faire avec ça. Le jury populaire, finalement, c'est un peu un dernier moment où la société vient nous chercher et nous appelle à notre devoir de citoyen et de citoyenne, puisqu'on est obligé, si on est convoqué, tiré au sort sur les listes électorales, on est obligé. C'est-à-dire de prendre ses responsabilités en tant que citoyen, citoyenne. Sauf que ça pose aussi la question de comment est-ce qu'on peut juger une affaire comme ça. Ces jurés qui ne se connaissent pas du tout vont être obligés de former une micro-société ensemble pour devoir décider, même si chacun, on n'est pas aux États-Unis, donc il n'y a pas besoin de l'unanimité. C'est la majorité absolue avec les magistrats professionnels. Mais malgré tout, comment est-ce qu'on peut juger une affaire comme ça, du jour au lendemain? Surtout qu'ils on vient sont nous différents. chercher. Absolument. C'est aussi une pièce qui a une forme de valeur sociologique un peu, c'est-à-dire c'est des gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui vont se retrouver ensemble, projetés dans cette dimension-là de responsabilité. Et puis il y a aussi des passages plus poétiques, plus narratifs, plus choraux, c'est-à-dire ils rentrent chez eux le soir, par exemple, ces jurés, et comment est-ce qu'on continue sa vie avec cette responsabilité-là, avec tout ce qu'on vient d'entendre, voilà. Et puis ça dessine aussi en filigrane la radiographie un peu d'une époque. On est en 2015 et puis ça va jusqu'en 2017 puisque fin 2016 début 2017, la grâce de Hollande, on est dans le contexte de l'élection présidentielle qui approche, qui va faire élire Macron, et donc on est dans ce contexte-là politique et aussi et toute la mobilisation médiatique. On est aussi dans les pétitions, toutes ces choses-là, et ça pose aussi la question de est-ce que les questions de société peuvent être réglées sur les réseaux sociaux?
Probablement que non, mais il y a aussi un système d'alerte qui peut être mis en place par ces choses-là. Oui. Donc ça pose, c'est aussi une pièce qui pose toutes ces questions-là et la mutation de société aujourd'hui et l'entrée aussi vraiment dans le 21e siècle, la question de la justice, qui est une question ancestrale, mais comment est-ce qu'on peut faire justice aujourd'hui, qui recontextualise aussi une certaine forme de prise de conscience, mais pas du tout encore assez aboutie sur la question des violences conjugales. Sur la société patriarcale dont on parlait tout à l'heure. Oui. C'est une pièce sur l'émancipation aussi par le langage, puisque les jurés vont devoir se débattre avec les questions du langage et du langage de la justice. Voilà, franchement, c'est des sujets passionnants. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de propositions artistiques en ce moment sur les questions de justice. Oui. Je pense que c'est pas un hasard. Les sociétés en crise s'interrogent sur leurs fondamentaux. La justice en est vraiment un. Oui. Donc voilà. Comment on fait pour faire justice Et évidemment, ça pose le problème des rapports hommes-femmes, avec le problème de la violence, bien sûr, conjugale. Et c'est ce que vous avez peut-être trouvé aussi dans l'association HF Égalité Normandie, que vous avez cofondé, je crois. Oui, alors là, c'est encore autre chose, parce que j'essaye de faire la part des choses. J'ai mon parcours de metteuse en scène, mes créations, et puis à côté de ça, effectivement, un engagement qui date maintenant de plus d'une dizaine d'années, puisque l'association HF Normandie a été créée en 2010, si mes souvenirs sont bons. Et effectivement, ça part d'une prise de conscience. On est à l'époque, en 2010, quelques années après la sortie d'un premier rapport, qui était le rapport de Reine Pratt, qui avait été commandé par le ministère de la Culture, et qui fait un peu l'effet d'une bombe, puisque tout le monde pensait que le secteur culturel était un secteur évolué, qui ne se posait pas forcément les questions d'inégalité. Et en fait, on s'aperçoit, parce que Reine Pratt pose les chiffres. En 2006. Voilà, que c'est catastrophique, en fait, que voilà, il y a un vrai problème d'égalité, de parité femmes-hommes dans le secteur culturel. Oui. Et donc, après, s'ensuit un certain nombre de mobilisations, de prise de conscience, et la création d'associations et de collectifs HF Normandie, dont la vocation et le travail est d'agir et de militer pour la question vraiment de la parité, de l'égalité femmes-hommes dans le secteur des arts et de la culture. Et donc on était un certain nombre de personnes en Normandie à avoir envie de travailler sur cette question il y a plus d'une dizaine d'années, et c'est dans ce cadre-là qu'on a créé l'association, qui est toujours active et même de plus en plus active aujourd'hui, puisqu'on n'est toujours pas à une égalité réelle. Il y a plusieurs étapes dans cette question-là. Il y a l'étape de la prise de conscience, elle est plus ou moins faite, mais après il s'agit aussi d'agir, de donner des chiffres, bien sûr, de mener des études. Oui. Je crois que, pardon, je vous interromps, il me semble qu'à Avignon vous aviez rencontré d'autres associations. C'était au tout début, ça c'était un peu le déclencheur de ça. Donc, c'était en 2010, il n'y avait pas encore, ça n'existait pas, c'était très actif. Il y avait HF Rhône-Alpes, HF Île-de-France. Voilà. Et donc c'était il y a longtemps, en 2010, et moi je passe à cette réunion, ça commence à faire écho à des problématiques personnelles, à une prise de conscience. Et je me dis, tiens, je vais peut-être adhérer à une de ces associations, même si c'est pas en Normandie. Et les personnes que j'ai rencontrées m'ont dit, mais non, en fait, ce qu'il faut faire, c'est créer l'association en Normandie pour agir à votre échelle, territoriale. Et du coup, on était plusieurs à avoir cette envie. C'est comme ça que les choses se sont déclenchées, mises en mouvement. Ouais. Alors, vous disiez, première étape, la prise de conscience avec des chiffres. Et les chiffres, on les a. Les chiffres, c'est très important. Nous, à HF, depuis le début, régulièrement, on mène des études chiffrées pour rendre compte de l'état précis, en fait, de la question de l'égalité femmes-hommes en Normandie. Pour qu'on puisse plus nous dire, oh, il n'y a pas de problème, tout va bien. C'est ça, Et on s'aperçoit de toute façon, au fur et à mesure, que finalement, les chiffres régionaux sont toujours à peu près les mêmes qu'à l'échelle nationale, et c'est-à-dire que, voilà, on n'est toujours pas à cette égalité-là. Il y a une prise de conscience, il y a une volonté de rééquilibrage.
D'accord. qui est certaine, Oui, qui est en oui, route, oui. qui est même en route dans certains domaines plus que d'autres, mais réellement. Maintenant, il faudrait surtout pas croire que, du coup, parce qu'on entend parler de ces questions-là de plus en plus et qu'il y a une volonté à certains endroits, il faudrait surtout pas croire qu'on est arrivé, parce qu'on est encore loin du compte. Oui, il y a une deuxième étape d'ailleurs. Ouais, bah, l'étape là, c'est vraiment de faire prendre conscience aussi ce qu'on appelle l'éga conditionnalité, c'est-à-dire la répartition de l'argent public, puisqu'on est dans un système qui fonctionne beaucoup avec aussi l'argent public, un système de subvention, et que vraiment on soit aussi dans une égalité sur les moyens de production qui sont alloués aux créatrices et aux créateurs. Oui. C'est aussi dire que les créatrices peuvent s'emparer des grands plateaux, qu'elles ne sont pas obligées de s'occuper du jeune public ou des petites formes. Bien et sûr. on peut avoir l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire une programmation dans des théâtres qui a l'air paritaire, c'est-à-dire à égale représentation des responsables femmes et hommes de projet. Et en réalité, c'est pas le cas, puisque l'argent public est beaucoup plus souvent encore attribué aux hommes et aux propositions portées par des hommes. Oui. Il y a aussi toute une vigilance à avoir sur les auteurs et les autrices, que les textes de femmes soient montés, soient entendus sur des grands plateaux. Parce que pendant des années, on était quand même dans une situation où les salles de théâtre ont toujours été beaucoup plus remplies par des femmes. Il y a beaucoup plus les femmes qui fréquentent les salles de spectacle. C'est plus les femmes qui lisent, c'est plus les femmes lectrices. Et on était dans un monde qui était artistique, où les spectatrices, on leur donnait à voir un monde d'hommes écrit par des hommes et mis en scène par des hommes. Donc là, voilà, le rééquilibrage, il est à tous ces endroits-là. Oui. Et j'imagine qu'il y a un travail aussi en profondeur sur, sur la psychologie elle-même ou sur les personnalités des femmes pour qu'elles prennent confiance en elles, pour qu'elles aient des modèles, qu'elles aient... Oui, c'est une question, comme disent les Américains, d'empowerment ou d'empouvoirment, comme on dit en France. C'est-à-dire aussi, c'est le plafond de verre, c'est cesser de s'auto-censurer, de se dire non, mais ça, je vais peut-être pas y aller parce que j'ai pas les capacités, j'ai pas la compétence, je vais me contenter d'eux, et puis c'est déjà pas mal, et puis etc. Ce qui n'est pas souvent un réflexe masculin, pour être tout à fait clair, voilà. Mais parce que, je veux dire, c'est pas génétique, hein, on n'est pas né comme ça, c'est une question d'éducation, hein, voilà. On donne toujours plus confiance aux petits garçons qu'aux petites filles sur toutes ces choses-là. Oui. Et puis pas seulement d'éducation, mais aussi tout ce qu'on nous montre dans les films ou à la télévision, quels sont les modèles féminins. Voilà, c'est ça. Et c'était la deuxième chose, c'est la question des modèles. Voilà. Et des exemples. Pas au terme d'être exemplaire, mais au terme d'avoir des exemples. Ce que je dis souvent, moi je suis d'une génération qui s'est construite, je suis aujourd'hui metteuse en scène, mais j'ai construit mon regard et mes références avec, pour aller vite, mais c'est exactement la réalité, une Ariane Nouchkine pour des dizaines de metteurs en scène. Bon, Ariane Nouchkine a plus de 80 ans maintenant, voilà. Et des dizaines de metteurs en scène hommes. Bien sûr. Et je trouve que c'est sans doute très important que les jeunes filles aujourd'hui, si elles ont des envies, des vocations sur la question de prendre en charge des projets, de faire de la mise en scène, puissent se construire en se disant, en voyant le travail des femmes, et en se disant, mais moi aussi, voilà, c'est une forme de modèle et d'exemple. C'est important, et c'est comme ça que ça marche. Ouais. Oui, alors je crois que vous nous annoncez aussi la venue de Faustine Lebras à cette grande conversation du 24 novembre. Oui, Faustine sera là et elle amènera avec elle des chiffres tout frais, puisque une des missions de l'association HF Normandie, c'est, je parlais tout à l'heure du repérage et des chiffres et des données chiffrées. Et pour la deuxième fois, l'association HF Normandie a été mandatée par la métropole
de Rouen, mais en s'intéressant à tout le territoire qui concerne le projet Rouen Capitale Normande 2028, donc ça va voilà, tout l'axe Seine qu'on connaît, ça va jusqu'au Havre, et l'observatoire chiffré, c'est collecter un certain nombre de chiffres donc sur des données très récentes, sur les programmations, les organigrammes des lieux de culture, et sur les questions de, justement, je vous en parlais, de l'égalité, de la répartition de l'argent public, Oui. de l'égalité des programmations, la parité des programmations. Et les chiffres sont tout frais, puisque le résultat de cette étude de l'Observatoire va être présenté le 23 novembre, la veille de notre grande conversation. Oui. Et on aura, Faustine pourra nous donner, nous amener les jolies plaquettes pleines de chiffres extrêmement extrêmement parlant et sans spoiler. Je pense te dire qu'il y a encore les choses avancent, mais qu'il y a encore un petit peu de travail, beaucoup de travail, y compris sur le territoire normand. Eh bien, Sophie Pochet, on a hâte de vous entendre et d'entendre peut-être aussi Faustine. Vous lui donnerez peut-être la parole. Eh ben, on verra si elle le souhaite, avec grand plaisir. Voilà. Eh bien, écoutez, un grand merci pour ce portrait et puis toutes ces données que nous n'avons peut-être pas en tête et nous avons tort. Merci Isabelle. Alors merci beaucoup. Au revoir. Il est net,
Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée par Mathieu Le Chevalier. À notre agenda culturel, je vous donne rendez-vous bien sûr le 24 novembre, mais je vous invite auparavant à écouter nos podcasts sur Westrack Radio, podcast de Viva Culture bien sûr, mais aussi de la série Invisible, initiée par Catherine Desormières. Rejoignez-nous, adhérez, à bientôt!